Ok, dernière séance de l'année, avant deux dernières séances en janvier. Pas de séminaire aujourd'hui, hein, donc... Ok. Alors, donc, j'en étais resté à expliquer un certain nombre de questions liées à... Je vais écrire les choses comme ceci. On avait vu les effets régularisants lorsque H est convexe qui font intervenir cette convexe régulière U à valeur réelle qui font intervenir cette matrice W qui est H seconde de gradient U 1,5 des deux U H seconde 1,5. Oui. Avec le fait que formellement, on n'a que dW sur dt, donc je vais mettre des guillemets, plus H' de gradient U, je rappelle les éléments essentiels, plus W carré est égal à 0, en tout cas tant que les solutions sont régulières. Bien. Donc j'avais mentionné en fin de semaine dernière ce très joli résultat de GG qui concerne du sur dt par exemple sur 1,5 de gradient U carré. En fait, n'importe quoi qui soit exactement quadratique ou même quadratique plus affine égale à 0. Et pas du tout. Égale 1,5 de gradient U carré zeta point, où zeta est une fonction continue. Et le résultat étant que D2U est majoré et minoré par 1 sur zeta de t moins le minimum sur S de zeta de S, correct, fois l'identité. Zeta de 0 normalisé pour être nul. Bon, de toute façon, comme je soustrais, c'est pas grave. Supérieur à moins l'identité sur zeta, sur le maximum de zeta de S pour S compris entre 0 et t, moins de zeta de t. Donc avec ce fait qu'on a de la régularité par intermittence tant que à chaque instant où zeta n'atteint pas un extrémum relatif à la période qui vient de s'écouler. Et que d'une certaine manière, la pire situation, c'est la situation où on a un zeta qui est totalement monotone, auquel cas il y a automatiquement, disons s'il est croissant, vous voyez que si zeta est croissant, ça vaut toujours 0, on n'a pas de borne inférieure, on n'a pas de régularité. Donc c'est typiquement lorsqu'on a un signe, si je regarde ici zeta point, si je prends 1 ou moins 1, je ne peux avoir qu'une seule de ces bornes, et la régularité C1 n'est pratiquement jamais vraie, sauf éventuellement sur un petit intervalle de temps à partir de 0. Et donc, c'est grâce à ces changements de temps qui régularisent dans un sens puis dans l'autre que l'on peut avoir de la régularité par moment, donc intermittente. Donc, une question naturelle est de se dire, est-ce que on peut généraliser ceci à à des Hamiltoniens plus généraux? Première question. Il y en a beaucoup d'autres, mais déjà, c'est la première question qui peut se poser. Alors, on a déjà obtenu, grosso modo, lorsque zeta point est, disons, positif ou négatif, on a obtenu ces bornes-là, c'est les bornes de régularisation d'effets régularisants. Ça, on l'a démontré. On a vu qu'il y avait une difficulté de justification. C'est-à-dire que la manipulation d'une équation comme ceci nécessite de la régularité et que la régularisation, ça compliquait un peu les choses. Sauf en dimension 1. Où en dimension 1, on pouvait justifier ces manipulations au niveau de l'équation régularisée. Bon. Et donc on est obligé de se poser la question, l'effet régularisant, on comprend.
si on part, donc ça a tendance à rendre les choses semi-concaves. Donc si on part de n'importe quoi ou de quelque chose de semi-concave, on a vu que la semi-concavité au sens d'une majoration correctement écrite de cette quantité était vraie. Ça, c'est ce qu'on a fait. Pour aller vers de la régularité comme ceci, il faut aussi s'assurer que la borne qui ne provient pas d'un effet régularisant, ici, ça serait la semi-convexité, peut être préservée pendant un certain temps. Donc je vais supposer que H est convexe et je vais supposer que H seconde est à la fois, pour simplifier, minoré et majoré. De toute façon, gradient U peut être supposé lipschitsien, donc la borne par-dessus est automatique de par la régularité de H seconde. Mais c'est surtout la minoration qui est importante. Bien. Alors, oui. Donc, ce que l'on sait, c'est si je démarre avec maintenant un U0 qui est semi-convexe. Donc ça, ce n'est pas la bonne semi-machin, semi-convexité ou concavité, pour le signe qui est ici. Hein. Ce qui se propage bien, c'est la semi-concavité. C'est ce qui se crée, c'est ce qui se propage. Si je parle à semi-convexité, c'est plus dangereux. Alors, la même démonstration, en se servant de D2U, donc on ne se sert pas de W, on se sert juste de D2U, et ça peut être justifié par un moins epsilon laplacien, parce qu'on manipule une quantité qui est linéaire en U, là il n'y a pas de souci. La même démonstration que dans le cas de 1,5 de gradient U carré, permet de vérifier effectivement qu'il existe un certain temps T0 qui est strictement positif, tel que U reste semi-convexe sur 0 T0. Donc ça, c'est vrai quand on garde que l'on garde la semi-convexité. Et là, c'est juste une démonstration que je qualifierais de standard. Je la refais rapidement. Bien, on écrit que D2U T plus H' de gradient U, gradient D2U. Et là, ce que je vais avoir, ce sera D2U H seconde de gradient U, D2U égale 0, ou éventuellement égale epsilon laplacien de D2U. Si j'ai fait la régularisation. Bon, eh bien, vous voyez que lorsque vous voulez obtenir une minoration, donc vous savez que D2U0 est supérieur à moins C0 fois l'identité. Bon, par exemple. Eh bien, vous voyez bien qu'on va regarder la solution de x point plus alpha x2. Le alpha, c'est une minoration de h seconde, égale à 0. Parce qu'en un point d'extrémum, donc là c'est plutôt des minima, le Laplacien sera positif, donc ça renforce. Donc si je regarde ceci, x point égale moins alpha x2 en partant de x0 égale moins c0, c'est-à-dire que c'est a priori quelque chose d'explosif, eh bien vous en déduisez facilement que D2U est supérieur à moins x de t fois l'identité. Bon, je ne fais pas le calcul, mais si alpha était égal à 1, ça serait 1 sur 1 moins t, c'est 0. Je pense que ce que ça fait sortir, c'est un alpha ici, mais bon. Non, le alpha n'est pas là. Bon, enfin, ça se résout explicitement, je ne vais pas perdre du temps avec ça. Bon, on obtient une majoration, mais qui n'est pas une majoration précise, puisque l'on sait
que si on veut que pour obtenir de telles bornes, il faut absolument avoir les meilleures bornes possibles, et que ces meilleures bornes possibles, on ne les a que si on travaille avec W. Parce qu'à ce moment-là, on a un W carré, donc en tout cas le long des caractéristiques, on a une équation différentielle ordinaire, et c'est ce qui fait marcher cette borne. Dès que l'on commence à mettre une majoration ou une minoration de h seconde dans l'obtention de bornes, on n'a plus des bornes suffisamment précises pour pouvoir itérer d'un renversement du temps à l'autre. Les bornes ne vont pas s'enchaîner bien. Donc on a absolument besoin, pour pouvoir raccorder tous les morceaux de signes constants sur des états-points, on a absolument besoin d'avoir des bornes précises et pas des bornes où il flotte des constantes. Sinon, avec beaucoup d'intervalles de changement de signe, les bornes explosent. Bien. Alors, non seulement U est semi-convexe sur 0T0, mais comme par l'effet régularisant, on sait que U est en fait C11 sur 0T0. Parce que c'est semi-convexe, c'est ce qu'on vient de vérifier, et c'est par l'effet régularisant semi-concave, donc c'est C11. Donc on est bien dans une situation où, parce qu'on part avec l'information qui n'est pas l'information d'effet régularisant, on arrive à la garder avec un peu de temps, sur un intervalle de temps, et donc on a créé effectivement, on a obtenu une solution C1. Bon. Et donc la question la plus importante pour... Parce que même au-delà de la borne, ce qui nous intéresse, bon, la borne elle est jolie, mais ce qui nous intéresse, c'est ce phénomène d'intermittence, c'est quand est-ce que la solution est régulière. Donc au-delà de la borne, il est assez naturel de se poser la question de qu'est-ce que c'est ce temps T0 ? Peut-on avoir une borne fine dessus ? Alors, idéalement, par analogie avec le cas quadratique, ce que l'on aimerait, c'est se dire... Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est de se dire, je vais démarrer avec mon W à l'instant 0, et je vais supposer que W en t égale à 0, c'est-à-dire pour U0, pour la condition initiale. Je vais supposer que c'est l'analogue de semi-convexe, donc je vais supposer, ça il faudra dire en quel sens cette inégalité a lieu, je vais supposer que ceci est supérieur à moins C0 fois l'identité. Et si je voulais une borne comme ceci, je sais ce qu'il me faut obtenir, puisque j'ai déjà démontré que si W de 0, ça c'était le cas semi-concave, est inférieur à C0 fois l'identité, je sais que pour tout temps, W de t est inférieur à C0 sur 1 plus C0t de mémoire fois l'identité. Oui. Et donc là, la question que j'ai envie de... Si je savais propager de la bonne manière, enfin de la meilleure manière possible, et obtenir que W de t est supérieur ou égal à moins C0 sur 1 moins C0t fois l'identité, c'est ce qu'on avait dans le cas quadratique. Lorsqu'on avait purement D2U, j'aurais exactement le même résultat que celui que je viens d'effacer, en remplaçant D2U par la quantité W et en ayant donc ainsi démontré l'intermittence. Enfin, en tout cas, ce résultat précis de régularité en les temps qui ne sont pas les temps extrêmement. Voilà, donc tous ces rappels, tous ces préliminaires pour se dire, c'est ça la question qu'il nous faut comprendre. Bien. Alors, le théorème est 1, que c'est vrai en dimension 1. Que c'est vrai en dimension supérieure ou égale à 2 si U0 est de classe C1. Il
À ce moment, il faudra bien définir ce que cela veut dire. Et que c'est faux en général. Si D est supérieur ou égal à 2, et si U0 n'est pas C1. U0 étant semi-convexe, c'est automatiquement lipschitzian. Mais lipschitzian, il peut y avoir des coins. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de coin. Il n'y a pas d'angle. Alors, en quel sens cette inégalité a lieu? Je reviens en arrière parce que ce n'est pas tout de dire j'ai ceci. Mais quand j'ai D2U, quand j'ai une quantité linéaire, vous pouvez le prendre au sens des distributions, vous pouvez définir la semi-convexité en disant que U0 plus 1 demi de C0x2 est convexe. Vous avez plein de manières au sens des solutions de viscosité. Vous avez toutes les manières que vous voulez, qui sont toutes équivalentes, d'écrire ça de manière faible. Quand vous avez une quantité non linéaire comme ça, il faut faire un peu attention à qu'est-ce que ça veut dire, alors que U0 n'est que semi-convexe. Donc, il y a pas mal de formulations possibles. Ce qui paraît la plus faible, qui est en tout cas plus faible que de dire presque partout, puisque ça entraîne presque partout, sachant que D2U est une mesure, mais vous voyez que D2U est une mesure, vous multipliez par des choses qui sont, si U n'est pas C1, c'est pas continu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce produit? Donc, il faut faire un peu attention. Donc, l'argument le plus simple consiste à dire, je mets donc 2 points ici, que moins h seconde 1 demi, je ne réécris pas que c'est gradient U0, bien sûr, D de U0, h seconde 1 demi, est inférieur ou égal à moins C0 fois l'identité au sens des solutions de viscosité. Bon. Et remarque, c'est que non seulement c'est faux en général, et si D est supérieur à 2, si U0 n'est pas C1, c'est qu'on donnera de la même manière qu'on va donner ici un contre-exemple, on va pouvoir prolonger cet exemple pour montrer que le résultat avec, je ne réécris pas, 1 sur zeta moins min supérieur à machin supérieur à 1 sur max moins zeta, cette inégalité est fausse en général, si D est supérieur à 2. C'est-à-dire que, ou si l'hamiltonien n'est pas quadratique. C'est vraiment le fait que dès qu'on a une vraie dépendance en gradient E comme multiplié de U, et c'est le seul espoir d'avoir des bornes précises, c'est de manipuler cette quantité, eh bien, dès que l'on a ça, le résultat n'est plus vrai. Alors ça, c'est un peu surprenant parce que ça montre qu'il y a quand même des choses extrêmement particulières avec l'hamiltonien quadratique. Hein. Très, très particulières. Sauf en dimension 1, où là, tout est vrai. Et donc, le corollaire de ceci, c'est qu'en dimension 1, le théorème GG est vrai, quel que soit H. J'ai pas grand-chose j'ai rien à dire sur le cas de la dimension 1. Démonstration dans le cas de la dimension 1, c'est qu'on a vu que c'était le cas où on manipule en fait h seconde de ux, uxx, dans lequel on peut démontrer tout ceci par régularisation. Je l'ai fait avec la semi-concavité pour l'effet régularisant, mais je n'ai pas de termes. Toutes les dérivées s'écrivent bien. Pardonnez-moi. Souvenez-vous, la bonne régularisation, moins h seconde de ux, uxx. Donc là, cette méthode de régularisation nous donnait très facilement la borne de semi-concavité et la démonstration sur le fait de préserver la semi-convexité se fait exactement de la même manière.
J'ai qu'une seule direction de dérivation, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas tout le bazar, etc. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est parce qu'on ne sait pas organiser le calcul algébriquement de l'aspect matriciel. Non, si c'est faux, c'est que ce n'est pas uniquement un problème d'écriture des indices IJKL, hein, MN, et enfin il y en a un paquet. Bon. Alors, si U0 est de classe C1, on sent déjà que la manipulation de l'information initiale se simplifie un tout petit peu. Parce que le poids qui est multiplié à gauche et à droite, le poids matriciel qui est multiplié à gauche et à droite des deux U, est continu maintenant. Donc, on peut dire ça au sens des solutions de viscosité, ou on peut dire j'ai une fonction semi-convexe, donc des deux U, c'est une mesure, mais j'ai le droit de multiplier une mesure par des fonctions continues. Donc là, la manipulation de cette quantité non linéaire devient beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et j'en veux pour preuve, donc je vais faire la démonstration du point 2. Mais j'en veux pour preuve, c'est qu'on va pouvoir régulariser l'information. Parce qu'une fois qu'on a régularisé, on peut se servir des caractéristiques, on peut se servir de tout ce qu'on veut. Donc c'est une question légèrement différente qui consiste à dire j'ai une information comme ceci, du second ordre, bon, c'est matriciel, mais c'est une information qui a le principe du maximum au sens des matrices. Et cette information-là, est-ce que, étant donné un U0 qui est ici, je peux l'approcher par un truc régulier, pas simplement lipschitziens semi-convexe, régulier, en gardant essentiellement la même inégalité? Si je peux régulariser U0 en changeant le C0 à un C0 epsilon qui est tout près de C0, j'aurai maintenant à manipuler des choses régulières, auquel cas je pourrais effectivement justifier le calcul, parce qu'on sait que c'est régulier. Le problème, c'est d'atteindre t égale à 0. C'est de raccorder la solution régulière avec la valeur en 0. Mais si la valeur en 0 est régulière, là, il n'y a pas de problème de raccord. C'est uniformément régulier. Donc la justification se fait d'elle-même. Elle se fait sur un certain temps, puis après, on peut prolonger le temps, répéter l'argument. Donc l'argument essentiel, j'en dirai un mot, l'argument essentiel, c'est que l'on peut régulariser. Dans le cas général, où c'est pas C1, cela veut donc dire que l'on ne peut pas régulariser. Alors j'avais commencé à regarder, pendant longtemps on a essayé de démontrer, on n'arrivait pas à croire que ça ne puisse pas être vrai. D'accord ? Et puis quand on s'est dit peut-être qu'il y a des contre-exemples, là, construire un contre-exemple, quand on connaît la bonne réponse, ça devient beaucoup plus facile. Mais ça marchait tellement bien, confiance inébranlable dans les solutions de viscosité qui permettent de tout justifier, on se dit ça doit marcher. Ben non. Donc même on peut penser à des techniques de régularisation. Vous voyez des informations type semi-convexité en passant par les équations de Monge-Ampère. Au passage, ça prouve qu'il y a des équations de Monge-Ampère qui n'ont pas de régularité. C'est des équations de Monge-Ampère quasi-linéaires. Enfin bon, on a appris plein de choses en essayant de démontrer quelque chose qui ne pouvait pas être démontré. Bon, c'est le principe. Réfléchir, ça ne fait jamais de mal. Régulariser. Alors donc, ce n'est pas tout à fait clair. On va simplement régulariser par convolution. Rien de très sophistiqué. Alors, ce n'est pas lumineux quand même, hein, parce que lorsque vous écrivez ceci, les h secondes 1,5 avec du gradient U, ce que ça fait avec une convolution, vous pouvez difficilement dire je vais convoler l'inégalité.
Donc à l'intérieur, le h seconde, vous pouvez le remplacer relativement facilement, mais c'est multiplié par une cochonnerie. Donc quelle est la taille de l'erreur que vous commettez, ce n'est pas tout à fait évident. Alors il y a une astuce qui est une manière équivalente d'écrire les choses. C'est de dire qu'une inégalité comme ceci, vous pouvez la réécrire comme moins des 2u. Je vais peut-être le laisser ici parce que c'est une information qui n'est pas inutile. Donc ça, je peux l'oublier. Semi-convexité, oui. Alors, donc, qu'étais-je en train de dire? J'étais juste en train de dire que l'information sur un W, donc ce n'est rien d'autre que de dire que moins d 2u0 est inférieur à C0 fois h seconde de gradient U moins 1. Pourquoi? Donc ces inégalités, vous avez le droit de multiplier de telles inégalités à gauche, à droite par h seconde 1,5 qui sont des matrices symétriques définies positives. H seconde, j'ai dit 1,5, non, moins 1,5. Donc ça vous crée D2U, et ici, comme c'est l'identité, vous avez h seconde de gradient U moins 1. En multipliant à gauche et à droite par la même matrice, vous préservez ces inégalités, et c'est équivalente, puisque c'est parce que vous êtes toujours en train de manipuler les formes quadratiques. Donc, et c'est équivalent, puisque vous pouvez multiplier maintenant par h seconde 1,5 à gauche, à droite, et vous récupérez l'inégalité que vous voulez. Donc, c'est équivalent. Alors, ça paraît plus simple, hein, puisque là, maintenant, j'ai un facteur linéaire, et j'ai un h seconde de gradient U-1, que vous pouvez, en appelant L la fonction convexe conjuguée de h, ça, ce n'est rien d'autre que L seconde, je vais l'écrire une fois, en h' de gradient U. Hein. Bon. Mais je vais laisser ça comme ça, c'est pas gênant. Bien. Alors, la chose est un peu paradoxale, hein, parce que, bon. Et la question est de savoir si on peut régulariser cette inégalité essentiellement en modifiant ces zéros un tout petit peu. Oui, si U est C1. Ou U0 est C1. Si U0 n'est pas C1, c'est pas vrai, et comme le résultat est faux, ça ne peut pas être vrai. Donc c'est de la régularisation d'inégalités quasi-linéaires. Alors, c'est aussi parce que c'est vectoriel. Si c'était scalaire, je pourrais me servir des équations elliptiques pour régulariser. Donc c'est pour ça qu'en dimension 1, je peux régulariser. Parce que je pourrais me servir essentiellement de l'équation qui est là. OK. Parce qu'une équation elliptique, ça régularise elle-même. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas vous noyer sous un déluge de considérations techniques. Mais c'est parce que c'est vectoriel qu'on ne peut pas régulariser de manière claire cette inégalité. Et a posteriori, c'est faux. Sauf si U0, sauf si on est en dimension 1, parce que c'est une équation elliptique, ou une inéquation elliptique, et là on a beaucoup plus d'informations. Autrement, c'est vectoriel. Donc si je prenais une direction, ou si je prenais la trace, je ne gardais que l'information sur la trace, sur une information scalaire, je pourrais régulariser. Mais matriciellement, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est faux. Alors, donc ça pose tout un tas de questions qui ne sont pas, qui ne sont pas neutres. Alors, maintenant, si je fais une convolution là-dessus, donc j'écris U epsilon égale U0 convolé avec rho epsilon
Rho epsilon égale 1 sur epsilon d, rho de point sur epsilon, rho c'est infini à support compact, et positif pour garder les inégalités. Clairement, moins d2u epsilon est majoré par C0 h seconde de gradient U0 moins 1, c'est-à-dire une expression convolée. Et toute cette expression, elle est continue, parce que h seconde est continue, c'est uniformément inversible, donc ça, on va préserver la continuité, et U0 est C1. D'accord ? OK. Bah donc, ça, c'est... on sait très bien que gradient U epsilon approche uniformément gradient U0, et donc ceci est certainement inférieur à h seconde de gradient U epsilon, plus quelque chose que je vais noter m de epsilon fois l'identité, où m epsilon tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. En fait, c'est une matrice qui tend vers 0, et une matrice quand epsilon tend vers 0, et une matrice qui tend vers 0, on peut toujours la majorer par m de epsilon fois l'identité, où m de epsilon tend vers 0. M de epsilon, c'est simplement le maximum de la forme quadratique sur la sphère, de cette matrice qui tend vers 0. Bien. Et donc, où on en est? C'est pas ça que je veux. Je veux un C0 epsilon ici. Je veux une constante, mais ça, on peut passer de l'un à l'autre, puisque h seconde est supérieur à alpha fois l'identité. Donc, je récapitule ici, et j'en déduis que moins d2u epsilon est majoré par C0 plus m epsilon sur alpha fois, d'ailleurs, ce n'est pas sur alpha, parce que c'est le h seconde, il y a un moins 1. Donc le h seconde moins 1, il est supérieur à 1 sur bêta. Là, c'est bêta qui va jouer un rôle. Donc il est supérieur à 1 sur bêta, donc c'est m epsilon bêta. Ce qui est plus grand, et ça vaut mieux. Fois l'identité. Non, ce n'est pas l'identité, pardonnez-moi, c'est h seconde de gradient U epsilon. On prend la matrice inverse. Et donc j'en déduis que W epsilon, c'est-à-dire le bazar qui correspond à U epsilon, en lui mettant toujours, pour avoir des inégalités de type viscosité, solution de viscosité, est inférieur à... je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins C0 ici. Là, c'est C0. Hein. Après j'ai corrigé, hein, mais au début, c'était C0. La semi... Ah oui, c'est parce que je pense que j'avais déjà mal écrit lorsqu'on parle de semi-convexité, donc sans mettre un signe moins devant, c'est supérieur à moins C0. Quand je mets un moins, c'est moins et plus. Bon, après, tous les signes sont corrects. Hein. Donc, moins W epsilon qui est inférieur ou égal à C0 plus m de epsilon bêta fois l'identité. Donc, j'ai bien obtenu ce que je voulais, à savoir, à partir de mon U0 semi-convexe, j'ai créé quelque chose de très près. Le U epsilon converge uniformément et même converge dans C1 vers U0. Tel que j'ai essentiellement, à une petite erreur près sur la constante, j'ai essentiellement la même inégalité. Si j'ai la même inégalité, je peux, donc toute cette constante, je vais maintenant terminer la démonstration.
je pars d'une donnée C infini, le côté d'ailleurs C infini se propage, et ce que j'ai grâce à la régularité C1,1 que j'ai après, c'est que tant que l'inégalité quadratique n'explose pas, à partir de U0 epsilon, eh bien j'ai démontré que W moins W epsilon de t est majoré par C0 epsilon sur 1 moins C0 epsilon t fois l'identité. En tout cas, si t est plus petit que 1 sur C0 epsilon. Parce que là, on a une solution régulière, en tout cas, tant que t est inférieur à 1 sur C0 epsilon. Bon, je vais un petit peu vite là-dedans, parce qu'on sait qu'on a la régulière, mais on ne sait pas encore sur quel temps. Donc, supposer que le temps soit inférieur à 1 sur C0 epsilon, on obtient cette borne sur tous les temps jusqu'à ce temps-là. Donc c'est le premier temps où on perd la régularité. On a la borne qu'il faut, et donc ça montre que l'on peut prolonger la régularité, puisqu'on garde C1,1 et on peut recommencer et récupérer tout l'intervalle de temps. Donc ça, c'est un exercice d'analyse de maximalité de la zone de régularité, comme on en fait énormément. Au fond, des théorème de Cauchy-Lipschitz dans le cas d'un champ de vecteurs localement lipschitien et un peu du même tonneau. Donc là, on a surtout la possibilité de manipuler directement l'équation qui, le long des caractéristiques, est quadratique pure et obtenir exactement l'estimation que l'on veut. Donc là, c'est bon, on obtient l'estimation précise, à part que, vous voyez qu'on s'est servi d'une régularisation dans laquelle l'estimation cruciale où on modifie peu la constante est ici, et ça veut dire C1,1. Bon. Donc là maintenant, j'énonce quelque chose en disant c'est faux en général, et quel problème? Donc ça explique le cas C1,1. Alors ça, je le signale pour être complet. En termes de régularité intermittente sur les équations d'Hamilton-Jacobi, ça ne sert à rien. Parce que si on savait que c'était C1, on aurait beaucoup plus d'informations. Donc c'est simplement pour comprendre des propagations de bornes que je mentionne ce résultat-là. Bien. Alors, quelle est la difficulté? Bien, la difficulté, c'est que... C'est les mauvais signes, on s'en doutait un peu, hein, mais... La difficulté, c'est que alors, donc semi-convexe. Oui, j'ai pris le bon signe. Donc, regardons ceci. Supposons, on sait que U0 est semi-convexe. En un point, soit c'est différenciable, soit le sous-différentiel est un ensemble qui est plus gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un coin. Si on est en dimension 1, ça veut dire qu'on a un truc comme ça. Ça, c'est semi-convexe. Et éventuellement, c'est régulier ailleurs. Ce n'est pas besoin d'être convexe. Mais là, j'ai un coin, et le coin est un coin convexe. Et là, ce n'est pas dérivable. Alors, l'inégalité qui est ici, c'est une inégalité qui est de dire que c'est une sous-solution. Sous-solution de viscosité. Les sous-solutions de viscosité, ça veut dire que l'on regarde l'information que l'on a, sont des informations qui portent sur... on a des informations en les points où on peut glisser au-dessus de la fonction une fonction régulière. C'est-à-dire, là c'est un point, là c'est un point, etc.
Là, là, on peut glisser une fonction régulière, là, on peut glisser une fonction régulière, mais là, on ne peut pas. Parce que si je glisse et qu'il touche en ce point-là, si je glisse une fonction régulière au-dessus, j'ai un coin. Elle ne peut pas être régulière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les sous-solutions de viscosité, là, il n'y a aucune information. Et c'est ça qui coince. C'est qu'en ces points où il n'y a pas de différenciabilité, parce qu'au fond, ce qu'on a vu, c'est localement, parce que tout ceci peut être localisé, hein. Si c'est C1, si c'est essentiellement presque différenciable en un point, hein, et qu'on regarde la caractéristique qui sort de là, bon, ce que je dis n'est pas tout à fait correct. En tout cas, si c'est différenciable dans un ouvert, si c'est C1 dans un ouvert, on va avoir localement, dans cet ouvert, on va avoir les bonnes bornes. Mais si on part d'un point, ou si on regarde au voisinage d'un point où il n'y a pas de différenciabilité, eh bien, en ce point-là, on a complètement perdu l'information. Et donc, on a écrit fondamentalement une information que sur cette partie-là de la courbe, sur cette partie-là de la courbe, et là, on ne dit rien. Alors, oui, mais en dimension 1, ça marche. Donc, c'est subtil. En dimension 1, ça suffit. Ça suffit à tout reconstruire. En dimension supérieure, la géométrie est trop, il y a trop de latitude et on n'arrive pas à tout reconstruire. Donc ça pose tout un tas de questions que je ne prétends pas comprendre parfaitement. Mais en tout cas, ça, c'est la difficulté. Alors on pourrait se dire, mais peut-être c'est qu'on a mal écrit l'inégalité en t égale à 0 et qu'on devrait se permettre des inégalités où on tienne compte de tout le sous-différentiel. Mais à ce moment-là, on a un problème avec l'effet régularisant. L'effet régularisant ne donne pas des informations comme ça. Donc, on ne peut pas enchaîner les changements de sens. Et de toute façon, la régularité, le résultat est faux. Et la régularité, et je devrais dû dire que, et en général, si je résous sur un temps 0, je vais mettre delta, avec moins h, pour garder ces notations, et que je résous sur un temps delta de delta avec l'équation plus h, c'est ce qu'on avait observé avec Jean-Michel Lasserie, on a la régularité C11 en excluant le temps de delta. Donc là, c'est C11. C'est une conséquence de la borne. Donc on pourrait se dire, OK, peut-être que les bornes sont fausses, mais on a quand même ça. Et l'exemple montrera que ça aussi, c'est faux. Faux en général. Ça casse avant. Donc il y a un temps où ça va casser avant. Donc là, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas juste une question de on a mal écrit les inégalités, c'est que non, profondément, il n'y a pas les mêmes phénomènes d'un Hamiltonien quadratique à un Hamiltonien général. Alors, bon, il est grand temps quand même de développer cet exemple. Alors, on va le faire en dimension 2. Donc, en dimension 2. En dimension 2. Je vais prendre un Hamiltonien convexe régulier. Bon, on peut toujours se ramener ça par des translations à h de 0 égale h' de 0 égale à 0. Ça, ce n'est pas important. Et je vais prendre comme condition initiale U0, donc il faut que ça soit semi-convexe. Donc je vais prendre comme condition initiale, on est en dimension 2 et je note un point de R2, xy. X, et puis je vais mettre moins y2 sur 2. Donc vous voyez, ce n'est pas une condition initiale très compliquée.
Elle est bien semi-convexe puisqu'elle est convexe plus régulière. Alors, il va falloir choisir H de manière astucieuse. On n'en est pas là. Vous voyez que vous avez des symétries x donne moins x, y donne moins y. On va les conserver au niveau de l'hamiltonien, c'est-à-dire qu'on va supposer que H de PQ est pair en P et en Q. Bien. On va travailler au voisinage de 0, puisqu'il y a propagation à vitesse finie des informations, donc les résultats sont locaux. C'est-à-dire que partout où je vais manipuler la dérivée en y, la dérivée en y, c'est y, et je vais dire que c'est 0, parce qu'on sera au voisinage de 0, 0. Donc c'est juste pour simplifier les calculs, comme vous le verrez, ça ne change pas grand-chose. OK. Je reviens à cette remarque. Pour vérifier sous solution de viscosité, je dois vérifier une inégalité comme ceci et trouver un C0. Je dois le faire en tous les points qui sont des points de différenciabilité, c'est-à-dire partout sauf en x égale à 0. Donc pour vérifier l'inégalité en t égale à 0, je dois prendre x différent de 0, auquel cas le gradient, c'est plus ou moins 1 suivant que x est positif ou négatif. Et puis, c'est là où je simplifie, c'est 0 pour ne pas me traîner des petits chouillas un peu partout. Donc, je mets semblable à ceci. Et donc, la première normalisation que je vais prendre, c'est que h seconde du vecteur plus ou moins 1, 0, je vais dire que ça, c'est la matrice identité. J'ai le droit de faire un choix comme ça sur h seconde. Bon. De toute façon, h étant pair, h seconde l'est aussi, donc on a la même valeur en plus 1 et moins 1. Ça, ce n'est pas un souci. Bien. D de U0, puisque x0 est différent de 0, bah c'est 0, 0. Et ici, j'ai moins 1. Et donc, tout ce bazar-là, h seconde, c'est l'identité. Là, j'ai moins de du0 qui doit être inférieur, donc je cherche une minoration. Et la minoration, elle me tend les bras, c'est moins 1. Et donc, je n'ai pas le choix. Le C0, il vaut 1. Bon. Je sais que la solution U de t est régulière pour t positif petit. Je ne sais pas très bien jusque quand. Avec toutes les parités qui proviennent de l'unicité et en Y. De sorte que, comme c'est régulier et que c'est pair, on sait que le gradient de U de t en x égale à 0, en xy égale à 0, ça vaut 0. Et que h' de 0 valant 0, la caractéristique issue de 0, elle ne bouge pas, on reste en 0. Donc ça, j'ai toutes ces informations. Mais ce que je veux savoir, et donc je vais tester cette inégalité en un point régulier, puisque tous les points sont réguliers, en t positif, l'inégalité que je voudrais démontrer, je vais la tester en 0. Je sais que là, j'aurai fondamentalement toujours l'identité, et j'aurai toujours l'identité, mais il faut que je trouve d de U0. On va le calculer, d de U0. On va le calculer, on pourrait dire, oui, par caractéristique, mais c'est un peu dangereux. Comment je fais les caractéristiques là-dessus? En fait, c'est possible, parce que, bon,
mais c'est un peu compliqué, parce que c'est à variable séparée, mais on ne peut pas prendre un h à variable séparée. Là, le contre-exemple ne fonctionne pas avec un h à variable séparée. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Un argument, c'est de faire un scaling quadratique, donc de zoomer. C'est-à-dire, donc je me sers du fait que je sais que c'est régulier, etc. Je peux me débrouiller aussi pour savoir, enfin de toute façon ça, on peut le retrancher, mais il se trouve que, comme tout s'annule, on peut facilement se convaincre du fait que UT est égal à 0. Ça c'est pourquoi, c'est parce que du sur dt vaut 0, puisque en 0, gradient U vaut 0, h de 0 ça vaut 0. Donc, du sur dt vaut 0, et U est continu, et en l'instant initial, ça vaut 0. Donc ça, on le sait. Bien. Donc, du coup, je peux zoomer, c'est-à-dire regarder la fonction U epsilon de t de x et de y, qui est 1 sur epsilon, U de t, et de racine de epsilon x, racine de epsilon y. Donc ça, c'est un scaling, qui est un scaling quadratique, parabolique. Je dis quadratique ou parabolique parce que lorsque vous écrivez UT plus 1/2 de gradient U carré, et que vous dites que U, disons, n'a pas d'échelle, ceci a, en termes d'analyse d'échelle, le même scaling spatial qu'un Laplacien, parce que c'est 1 sur longueur au carré. Là, c'est 1 sur longueur au carré. Donc voilà pourquoi il est naturel de penser à ce scaling-là. Alors ça, on a le droit de le faire grâce à la régularité. On sait que pour t positif, ceci est borné. Et puis, si on fait le calcul, on se rend compte aisément que bien, U epsilon converge vers quelque chose qui est automatiquement quadratique, qui est d de U0, d de U de t de 0, qui est la forme quadratique associée. Ça, c'est juste la régularité. D'autre part, en regardant quelle est l'équation satisfaite par U epsilon, il n'est pas compliqué de vérifier que du epsilon sur dt que ceci tend uniformément vers 0. Pourquoi? C'est parce que quand vous remplacez dans l'équation U, vous avez un epsilon U epsilon avec un x sur epsilon. Donc quand vous regardez le gradient, vous avez un racine de epsilon qui reste, c'est pour ça qu'il y a un 0, et vous devez pousser le développement limité et vous trouvez ça. Donc en fait, ici, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, bon, enfin bref, je ne vais pas faire tout le calcul algébrique qui ne présente rigoureusement aucune difficulté. Donc, j'ai une fonction que je vais baptiser ici V, qui vérifie, par passage à la limite, dv sur dt plus h seconde de 0 fois, et je vais prendre h seconde de 0, je vais appeler ça, où est-ce que j'en suis de mes constantes? Je vais l'appeler lambda fois l'identité, lambda positif. Est-ce que j'ai le droit de choisir ça? Oui, puisque je n'ai fait aucune hypothèse sur H' autre que cette parité, et que les seules restrictions que j'ai faites, c'est de dire je veux que H seconde en ce point-là, ça soit l'identité, et qu'en 0, ça soit une autre constante fois l'identité.
Donc je prescris h seconde en deux endroits différents et j'ai juste une hypothèse de symétrie. Donc là, il y a plein de fonctions convexes qui vérifient ceci. Mais il faut faire attention quand même qu'on ne crée pas un contre-exemple avec un Hamiltonien qui n'existe pas. Donc h seconde, et je récupère lambda gradient V carré. Bien, très bien. Donc ça, c'est facile à suivre. Mais quid de la condition initiale? Parce que la condition initiale, elle n'est pas terrible du point de vue du scaling parabolique. Ça, c'est quadratique. Donc les epsilon, ils disparaissent. En revanche, ici, si vous mettez racine de epsilon et que vous divisez par epsilon, ça explose, sauf si x égale à 0. Donc, formellement, la condition initiale que vous avez en t égale à 0, c'est ce qu'on appelle la fonction indicatrice au sens de l'analyse convexe de x moins y2 sur 2. Donc cette fonction, c'est la fonction qui vaut plus l'infini si x est différent de 0, et qui vaut 0 si x est égal à 0. Ah, vous pouvez me dire, oui, mais là j'ai d'une part passé la limite pour t positif. Donc là pour t positif, on a des régularités, de la symétrie, tout se justifie, on est dans un cadre de solution régulière. Et puis j'ai gelé t en 0 et j'ai trouvé cette limite. Mais pourquoi cette limite est la condition initiale de la limite pour t positif? Donc ça, c'est vrai, c'est une propriété des équations de Hamilton-Jacobi convexes que l'on peut d'une certaine manière comprendre en disant que si U est solution, U inf k, n'importe quelle constante est solution, si h de 0 est nul, ce que j'ai supposé, est équivalent à dire que oui, U inf k est solution, quel que soit k. Et ça permet d'éviter les bornes infinies et de justifier la possibilité d'intervertir les limites qui sont epsilon tend vers 0 et t tend vers 0. Bon, je veux vous faire comprendre comment marche ce contre-exemple, mais lorsqu'on a un Hamiltonien convexe, la manipulation de conditions initiales comme ça ne pose rigoureusement aucun problème. Et pensez, et je vais en fait l'écrire maintenant, pensez à la... Je ne sais pas ce que je voudrais regarder. Bon, ça, je peux le garder. Pensez à la construction de V. La construction de V, c'est d'écrire... quand j'ai dit 2DU, il manque un 1,5 là. Il faut quand même faire un peu attention au... Il faut faire un peu attention au... Oui, là, je crois que c'est bon. Oui, mais de la même manière, c'est un 1,5 ici. Hein. Voilà. Celui-là... Ben oui. Oui. Est-ce que j'y crois? Oui, j'y crois. C'est toujours pareil. Quand on fait un développement d'unité au deuxième ordre, il y a un demi qui sort. Bien. OK. Alors, donc, oui, en fait, le V, on a une formule, et c'est aussi pour ça que c'est stable. C'est une formule qui est en lymphe sur les XY. De toute façon, alors, on va mettre X', Y', de V0 de X', Y', plus 1 sur 2 lambda t, puisque c'est lambda gradient V carré, fois x moins x' au carré, plus y moins y' au carré. Bien. Alors, comme ça vaut plus l'infini, sauf si x' est nul, donc tout de suite, je vois que ça me fait 1 sur 2 lambda t x2, qui est la partie qui sort de x égale à 0. Et ça sort puisque de toute façon,
Là, les minimisations sont à variables séparées. Et puis, ce qui vous reste, c'est plus l'inf de moins y2 ou moins y' carré sur 2 plus y moins y' au carré sur 2 lambda t. Bon, alors c'est quelque chose qui se calcule. J'aurais bien aimé éviter de le calculer, mais bon. Et le problème, c'est que je ne me souviens évidemment pas de ce que c'est. Alors, bon, on va retrouver ça rapidement. Plus au sens de moins c de t, y2 sur 2. Bah, comment on va le retrouver rapidement, c'est qu'il faut que moins c de t, y2 sur 2 soit solution de cette équation-là. Donc, ça fait moins c point. Oubliez ce terme-là. Si je n'avais pas de dépendance en x, il ne me resterait que ceci. Donc, ça fait moins c point sur 2 plus lambda sur 2. Donc les 1,5 s'en vont, ça c'est fait pour, et puis il y a du c carré qui doit apparaître, c'est toujours ces mêmes inégalités. Ben, alors, donc c point égale lambda c2, avec c, alors j'ai mis un moins devant, oui c'est ça, avec c de 0 qui est égal à 1. Et donc, je m'attends à ce que C de t soit lambda sur 1 moins lambda t. On va vérifier si ça a une chance d'être vrai, ça. Oh, pas trop. Lambda t. Et 1 sur 1 moins lambda t, est-ce que ça serait mieux? Toujours pas. Ah là là là. Alors, écoutez, dc sur lambda c2. Ah, ça va. Juste un peu de temps perdu. Donc ça fait moins 1 sur lambda c. On part de 1 plus 1 sur lambda égale t. Donc pourtant, je trouve bien lambda sur 1 moins lambda t. Non, c'est 1 sur 1 moins lambda t alors? C'est 1 sur 1 moins lambda t, c'est mon dernier mot. Et c'est même vrai. Bon, voilà, donc bah oui, ça se calcule. On a donc quelque chose de totalement explicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je connais explicitement D2 U en 0, 0. En T et 0, 0. Bah, c'est donné, j'écris la matrice, c'est donné par 1 sur lambda t. Pardonnez-moi. 1 sur lambda t, 0, 0. Et ici, c'est 1 sur 1 moins lambda t. Alors, quelle est l'inégalité que j'aurais aimé obtenir? Et pour laquelle je suis en train de chercher un contre-exemple. C'est l'inégalité qui va nous dire que h seconde 1,5, h seconde en 0, okay? H seconde en 0, c'est racine de lambda fois l'identité. Je l'ai aussi ici, donc je vais avoir un lambda des 2U0. Donc l'inégalité que je voudrais établir, c'est est-ce que lambda d de U0, qui est la matrice ici, 1 sur lambda t, 0, 0, 1 sur 1 moins lambda t. Je voudrais que ceci, ah oui, il y a un moins, c de t est égal à moins ça.
Donc là, les signes sont corrects. En x, c'est convexe et en y, c'est concave. C'est normal. Je voudrais que ceci soit supérieur à la bonne constante. La bonne constante pour avoir la propagation parfaite, ça serait moins C0 C0, ça valait combien? Ça valait 1, on l'a calculé. Moins 1 sur 1 moins t. Ça, fois l'identité. Ça, c'est l'inégalité parfaite. Je pars de la constante C0 et je démontre qu'on a de la régularité jusqu'en t égale à 1 et que la borne inférieure explose en sur 1 moins t. Vous avez un souci? Pardon? Tu es sûr de ça? Hein? On peut pas, hein? Non, il peut pas être, et même il ne peut pas être à variable séparée. D'accord? Donc c'est... Bon, alors donc, cette inégalité, déjà, on va se convaincre tout de suite que ça montre qu'il y a perte de la régularité plus tôt. Parce que là, on aimerait qu'il y ait régularité jusqu'au temps 1, et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une régularité jusqu'au temps qui est 1 sur lambda. Donc, si lambda est plus grand que 1, ça casse avant. Cette inégalité, elle ne peut pas être vraie. Et en fait, si lambda est plus grand que 1, moins lambda sur 1 moins lambda t, n'est pas supérieur à ou égal à moins 1 sur 1 moins t, parce que ça fait lambda, donc ça veut dire plus inférieur à plus. Ça fait lambda moins lambda t et 1 moins lambda t, faux si lambda est plus grand que 1. Donc si lambda est plus grand que 1, cette inégalité est fausse, donc la borne n'est pas vraie. Et en plus, ça montre que la régularité casse avant. Donc c'est pas, on pourrait dire, ok, bon, peut-être que si on avait mesuré les choses autrement, on aurait pu préserver la régularité. Non. Et vous voyez exactement pourquoi c'est faux. Parce que l'information sur le C0, elle n'a vu que la dérivée en x qui était 1 et moins 1. Tandis que la propagation du gradient de la dérivée seconde sur la caractéristique, elle voit 0. Et le 0, je ne le voyais pas initialement. Parce que le 0, il était dans le sous-différentiel. Mais le sous-différentiel, c'était tout moins 1 plus 1, 0. Alors en dimension 1, ce n'est pas grave parce qu'on peut rattraper. Parce qu'en dimension 1, vous voyez, si vous avez un angle, il est convexe. Il n'y a pas une partie concave. Et la convexité, elle se propage et toutes les inégalités avec n'importe quelle constante sont vraies. Vous voyez que cette partie-là, elle est positive, donc elle est vraie. C'est la deuxième composante, c'est la composante en Y. C'est une singularité en X, mais on regarde la composante en Y. C'est pour ça qu'il faut au moins 2 dimensions. Bon, alors je trouve ça curieux, instructif, donc il faut aimer les équations de Hamilton-Jacobi. Mais là, je ne m'attendais absolument pas à des comportements comme ceci, et pourtant Dieu sait si nous avons passé du temps sur ces foutues équations. Alors, j'arrête là sur ce contre-exemple. Je suis allé vite sur un certain nombre de calculs, mais ce sont des calculs des développements limités totalement élémentaires. En revanche, il y a quelque chose que je n'ai pas fini pour l'instant, donc ça je peux effacer. Le contre-exemple, il est relativement facile une fois qu'on se met en tête d'en chercher un. Et en fait, de réduction en réduction, je m'étais rendu compte que le seul cas à comprendre en dimension 2, c'était un cas où on aurait justement comme ça, dans une direction, un x, de la régularité dans l'autre direction, parce que si jamais on a de la perte de différenciabilité dans les 2 directions, à ce moment-là, les bornes sont vraies, parce que c'est comme en dimension 1, c'est automatiquement un coin convexe et il se propage.
Donc c'était ça le cas difficile par réduction, par analyse locale. Il ne restait plus que ce cas-là. Et ce cas-là, ben, celui-là, il reste et il restera toujours. Bon, alors si on veut être tout à fait précis, on voit qu'il y a des conditions sur H qui assurent que cette inégalité-là est vraie. On a dit le lambda doit être plus grand que 1. En particulier, si lambda est plus petit que 1, ça marche. Bon, alors ça, c'est effectivement des propriétés de convexité vectorielle du H seconde qui permettent, de démontrer que l'inégalité se propage, donc ça va au-delà du cas quadratique, mais vous pouvez le comprendre aussi en termes de régularisation. Quand j'ai écrit mon H seconde de gradient U moins 1, si ceci a certaines propriétés de convexité par convolution ou de concavité, par convolution, on va garder des inégalités. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le contre-exemple. Donc ça, c'est parfaitement cohérent. En revanche, ça ne donne pas un résultat de régularité intermittente parce que vous avez besoin de la convexité, on va dire, de ça pour un sens et de la concavité pour un autre sens. Donc, convexe et concave, c'est, on va dire, essentiellement constant. C'est linéaire. Mais constant, ça veut dire quadratique. Donc, je ne suis pas loin de penser qu'effectivement, en dehors du cas quadratique, il n'y a pas beaucoup d'espoir, même pour trouver des conditions sur l'hamiltonien pour que l'intermittence soit vraie. Voilà donc où on en est sur la propriété d'intermittence. Et ce que je disais, c'est que je n'avais pas tout à fait conclu, donc toujours avec mon h avec x moins y2 sur 2. J'ai conclu sur la propagation de borne. Je n'ai pas conclu sur l'aller-retour. Je vous ai dit, qu'est-ce qui se passe si je résous en temps delta, 2 delta, je résous avec plus h, c'est-à-dire que ma solution qui est ici, je la colle à partir de delta. Pardonnez-moi, je vais prendre de 0 à delta. Et puis, avant, je résous de moins delta à 0 avec l'équation moins h. Donc, si j'arrive à résoudre en gardant, en ayant bien les bornes, je sais déjà que ça explose avant. Ça explose en 1 sur lambda. Donc, la question, c'est comment je crée, à partir de x moins y sur 2, comment je crée une solution comme ceci. OK ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, je suis en train de résoudre ut égale h de gradient u, que j'ai une certaine condition initiale en temps moins delta que je ne connais pas, et que je veux qu'à l'instant 0, ça me donne x moins y sur 2 sur x moins y2 sur 2. Alors, je vais me servir d'un truc pour simplifier, pour ne pas faire des considérations trop compliquées. Je vais me servir du fait que si l'hamiltonien est convexe, ce qui est évidemment supposé, je sais que cette équation est stable par maximum. C'est-à-dire que le maximum de 2 solutions est une solution. Donc, ce que cela veut dire, c'est que je vais représenter ce U-là comme étant le max de 2 solutions, U plus et U moins, où je me pose exactement la même question, à part que U plus en 0, c'est U plus ou moins en 0, en t égale à 0. Et maintenant, cela va être plus ou moins x moins y2 sur 2. C'est-à-dire une fonction C infini. Donc, si je sais trouver des conditions initiales qui me donnent en t égale à 0 exactement ces deux fonctions, par max et par le fait que U, le max de 2 solutions, j'aurais résolu ce problème inverse. Donc, je ne dis pas qu'on peut résoudre tous les problèmes inverses, mais là, je vais le résoudre parce qu'on a une structure très particulière sur la condition initiale qui est devenue maintenant la condition finale pour l'étape d'avant. Bon, mais ça, on peut le résoudre maintenant backward par la méthode C régulier. Donc, si delta est petit, U plus et U moins existent,
par les caractéristiques, c'est infini. Et toutes les bornes sur les dérivées secondes sont exactes. Et en fait, c'est un variable séparé. Hein. Le U plus moins, il est égal à plus ou moins x, plus une certaine fonction v plus moins de... en fait, même, c'est plus v de y et de t à cause de la symétrie de l'hamiltonien, où v résout maintenant vt égale h de gradient v, et h le gradient v, c'est quoi? C'est plus ou moins 1 dv sur dy. Et comme h est pair, le plus ou moins 1, on ne le voit pas. Donc vous voyez que, et là, ça se résout par les méthodes de caractéristiques, tout est régulier, c'est moins y2 sur 2, donc on résout de manière rétrograde, c'est vrai sur un certain temps, et là, les bornes, elles sont exactes. Tout est régulier. Donc tous les calculs que je faisais le long des caractéristiques, surtout en partant de 0, la caractéristique elle est triviale, la dérivée seconde elle se comporte exactement comme on veut. Donc j'ai effectivement la borne moins qui est exactement comme je veux pour arriver à ce point-là, et là ça se détériore exactement comme je ne veux pas. Et donc voilà comment on peut mettre bout à bout un va-et-vient entre moins h et plus h qui me dit qu'il n'y a rien à faire. Les bornes, la technique de démonstration, lorsque ne permet pas la propagation des bornes, ça c'est spécifique au cas quadratique fondamentalement, ou à la dimension 1. Ce sont les deux cas qui marchent. Et la deuxième observation, c'est que au-delà des bornes, le résultat même de régularité qui consiste à dire si je vais dans un sens puis dans l'autre et que les durées sont les mêmes, je regarde la régularité presque, sauf au dernier moment. Mais ça, c'est plus vrai non plus. Donc, vous voyez que la régularité est beaucoup plus mauvaise. Donc là, si on part de là, on n'a qu'une demi-régularité, c'est normal, il n'y a qu'un seul h. Là, pendant un certain intervalle de temps, j'ai C1, et puis après j'ai un autre intervalle de temps où j'ai de la régularité. Donc vous voyez que pour obtenir de la régularité intermittente, il faudrait des conditions très complexes qui disent que dans les retournements sont de plus en plus petits ou sont souvent plus petits que le précédent. Donc là, on n'a même pas essayé, ça devient juste infernal. Donc là, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça devient infernal. Bon. Il est grand temps d'arrêter ce point-là. Et je vais simplement conclure avec quelques applications rapides. Et je voudrais arrêter ce sujet d'équation d'Hamilton-Jacobi avant les vacances. Pour vous parler un tout petit peu d'applications aux équations stochastiques et au comportement en temps long. Bon, alors donc je regarde UT plus H de gradient U ou égal H de gradient U zeta point. Zeta est continu, zeta de 0 égale 0. Donc si H va être supposé convexe, et je vais supposer que H de 0 est égal à 0, et strictement plus petit que H de P, quel que soit P différent de 0. Donc ça peut être norme de P, P carré, enfin tout ce que vous voulez, mais vous voyez que comme vous avez une fonction convexe qui est strictement positive, c'est automatiquement plus grand que alpha fois la norme de P. En tout cas pour P grand, pardon. En 0, non. Ça peut être aussi plat que vous voulez. Mais ça décolle. Comportement en temps long. Si zeta est monotone, on sait ce qui se passe, ça converge
vers le maximum de la condition initiale. Donc j'ai une condition initiale U0 qui est continue, je suis en périodique. Si zeta est décroissant, du style zeta point égale moins 1, je sais que ça converge vers l'infimum. Ça tend vers une constante qui est suivant le signe de zeta point, lorsque le signe de zeta point est fixe, et le max ou le min. Bah, si zeta se met à osciller, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça tend vers une constante? L'exemple du sinus, où toutes les solutions deviennent périodiques, montre que ça ne tend pas toujours vers une constante. Donc il va falloir que les amplitudes s'accroissent. De la même façon que si zeta est monotone, quand je dis ça tend vers une croissance, oui, ça tend vers une croissance si zeta est monotone et que sa valeur à l'infini est infinie. C'est-à-dire s'il y a une variation qui est suffisamment grande. Même chose avec les sinus. Donc on est prêt à dire on veut que zeta ait des grandes variations. En tout cas, ce qui est vrai quand t tend vers l'infini, c'est que, évidemment, U est Lipschitz en x, quel que soit t, et que, en fait, la norme L infini du gradient spatial en temps est une fonction qui est décroissante. Et on sait que le maximum de U est décroissant. Ça, c'est indépendant de toute condition, et que le minimum de U est croissant. Tout ça, c'est le principe du maximum. Mais ça ne nous dit pas que le maximum et le minimum convergent vers la même limite, ou que la limite du gradient U dans l'infini, c'est 0. À nouveau, l'exemple du sinus montre qu'après un certain temps, le max, il ne bouge plus. Il peut un peu diminuer au début, puis après il se stabilise. OK. Bon. Le théorème, c'est que si le maximum pour tous les t compris entre 0 et grand T de zeta moins le minimum pour tous les t compris entre 0 et grand T de zeta, qui est évidemment positif, tant qu'en grand T tend vers l'infini, vers plus infini, alors U de t converge vers une constante. Ce que c'est cette constante, ben, ça dépend de la trajectoire, et la manière dont ça en dépend est horriblement complexe. Donc, il y a quelque temps, Denis Tallet et son équipe, notamment Étienne Tenray et Mireille Bossy, avaient fait des simulations numériques dans un cas brownien pour essayer de comprendre de quelle variable aléatoire, quelle est la variable aléatoire que l'on récupère ici. Alors, je montrerai dans un instant que cette variable aléatoire, elle est en fait vraiment aléatoire. Bon. Étienne avait sorti un exemple atrocement complexe du point de vue probabiliste, avec simplement une ligne brisée et un retournement, hein, donc périodique, hein, donc on prenait comme ça. Hein. Ça. Et ça, c'est la condition initiale, pardon. Et zeta, mouvement brownien. Et on a un truc qui est une loi bizarre, assez complexe. Je reviendrai sur le cas spécifique du mouvement brownien dans un petit instant. Pour l'instant, ce que je ne vais pas faire la démonstration complète. Vous voyez que grâce à ces propriétés sur le gradient, grâce à ces propriétés sur le gradient, vous voyez que les bornes, si on les a, les bornes dont je parlais avant sont très bonnes.
parce que U étant borné, on est en périodique. Si à un instant, du en T0 est inférieur à epsilon fois l'identité, ou supérieur à moins epsilon fois l'identité, si j'ai ceci, ça entraîne automatiquement que gradient U en norme L infini est majoré par quelque chose qui est C fois racine de epsilon, qui est petit. Bon. Parce que si vous avez une fonction qui est essentiellement concave ou convexe et qui est périodique et bornée, ben elle est plate. D'accord? Donc, on n'a même pas besoin... Donc ça, c'est une remarque générale. Et la deuxième remarque, c'est comme le gradient décroît, ben, le gradient U de t en norme L infini, il est donc du coup inférieur à oméga de epsilon pour tous les temps supérieurs à t0. Donc en fait, on n'a pas besoin de savoir que les dérivées secondes tendent vers 0, on a besoin d'avoir une suite de temps où les dérivées secondes tendent vers 0, où le gradient tend vers 0. Bon. Alors, le point, c'est évidemment, si on est en dimension 1 dans le cas quadratique, ben on a tout ce qu'on veut, parce que cette hypothèse assure qu'on a plein de temps où on aura la régularité et en plus on aura une différence, un dénominateur. Oui, un dénominateur dans les bornes sur les dérivées secondes qui est aussi grand que l'on veut. Bon, donc ça, on l'aura automatiquement. Dans le cas d'un Hamiltonien quelconque, ben, on n'a pas la borne. Alors, comment on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on peut se servir néanmoins des effets régularisants à condition de simplifier la solution. C'est-à-dire, et donc là, c'est une la simplification la plus performante que je connaisse est une simplification qui est due toujours aux deux mêmes GG et avec Takis et moi, dont on s'est servi pour vérifier, c'est vraiment, j'insiste sur E2, et c'est vraiment ce que je vois de mieux pour la simplification. Donc, l'idée étant de dire, on peut simplifier zeta en gardant la solution en un temps donné, donc, appelons-le grand T, sans changer la solution. Et sur la courbe simplifiée, mais on peut voir qu'il y a des grands intervalles sur lesquels on peut se servir d'une demi-borne de régularisation, sans se servir de C11. Et on peut se servir de cet argument-là. Alors, simplifier en gardant la solution en T, c'est quoi? Vous vous souvenez que je vous avais dit, si j'ai ceci sur ma trajectoire zeta, je peux couper ceci et dire que c'est comme si j'avais, grosso modo, résolu juste un cas croissant. C'est-à-dire mettre bout à bout cette partie croissante et celle-ci. OK? Donc, géométriquement, ça revient effectivement à écrêter cette partie-là. Donc maintenant, commencez à faire ceci systématiquement et avec quelques petites idées. Et vous avez une construction. Imaginez que vous ayez l'instant grand T. Je vais prendre une trajectoire. Je vais commencer par regarder le plus grand point d'extréma, en max ou en min, le plus grand point en valeur absolue. Supposons que ce soit un point de maximum. Donc la courbe passe par là. Point de maximum positif puisqu'on démarre de 0.
je regarde à droite de ce point-là le point le plus bas qui soit du côté négatif. Parce que si c'est entre les deux, je vais pouvoir simplifier. Donc je regarde le point le plus bas, donc ce point-là, je l'appelle T0. Je regarde le point le plus bas sur cet intervalle de temps, du côté négatif, T1. Après, je vais regarder le point le plus haut du côté positif. Il est forcément plus bas que celui-ci, etc. Et vous voyez que vous avez une courbe qui peut faire des tas de cochonneries, passer par là, des tas de cochonneries, etc., etc. Et donc, et puis vous faites la même construction de ce côté-là jusqu'en 0. Et la simplification, donc tout ce que je sais, c'est que la courbe passe par là et qu'entre ces deux points, elle est comprise dans cette bande. Entre ces deux points, elle est comprise entre cette bande. Et en fait, je trace cette ligne brisée. Donc, par exemple, typiquement, si vous avez le point là, elle va s'arrêter là. Puis avant, vous pouvez très bien avoir pour simplifier, une ligne brisée comme ceci. Donc ça, vous avez créé, en regardant le point d'extrémum absolu et les extrémas de signes différents sur les intervalles à gauche, à droite, vous avez créé quelque chose qui est beaucoup plus simple que la solution approchée, et cela, vous l'appelez zeta chapeau. Eh bien, la solution à l'instant grand t correspondant à zeta est égale à la solution correspondant à zeta eta à l'instant grand t. Et ce qui se passe, c'est que vous avez automatiquement, lorsque les amplitudes comme ceci tendent vers l'infini, vous avez automatiquement un intervalle long sur lequel vous avez un signe. Et si vous avez un intervalle long, oui, long en termes d'écart de valeur, sur cet intervalle, vous avez une demi-borne de ce style-là à la fin de l'intervalle, et vous avez l'argument qui fonctionne. Donc, l'extension du théorème de Garcia-Higues ne fonctionne pas pour un H quelconque, sauf en dimension 1. En revanche, si on se sert de cette idée de simplification dont on s'est servi dans cet article pour réfléchir à la propagation de l'information dans des équations avec une dépendance temporelle qui est mauvaise, eh bien, cette simplification permet de résoudre aussi ce comportement en temps long. Bon. Quid de ce C? Bon, j'en dis pas plus, hein. C'est exactement lié à ces aspects régularisants. Je veux pouvoir aborder d'autres sujets, mais je voudrais parler un tout petit peu du cas du mouvement brownien. Oui. Dans les 12 minutes qui me restent, pour apprendre plusieurs choses sophistiquées, enfin amusantes dessus. Alors, donc exemple, zeta, mouvement brownien. Presque sûrement, l'oscillation sur 0 grand t du mouvement brownien tend vers plus infini. Bien. En valeur absolue, le mouvement brownien tend presque sûrement, non, tend en probabilité vers 0, mais l'oscillation tend presque sûrement vers l'infini. Bon. Facile à démontrer d'ailleurs. C'est un mouvement brownien, donc on va savoir que le U de x de t et de oméga, si on part d'un U0 de x, converge presque sûrement vers une constante qui ne dépend que de oméga. Donc on a une variable aléatoire à la fin. Enfin, à la fin, quand t tend vers l'infini. Alors évidemment, si vous permettez des dépendances en oméga dans la condition initiale, C de oméga est une solution du problème. Ouais, à part qu'il y a des problèmes de tribu sur lesquels je ne veux pas... c'est un peu triché.
Donc, si je pars en revanche d'un U0 de x, et je me pose la question, est-ce que C dépend de oméga ou pas? Est-ce que c'est une variable aléatoire ou c'est une constante, style le min, le max, un demi du min plus un... C'est symétrique entre min et max, hein, puisque ça a tendance à monter. Donc ça pourrait très bien être un demi de min plus un demi de max. Moitié du temps, ça tend vers le minimum, moitié du temps, ça tend vers le maximum. La réponse est non, c'est vraiment une variable aléatoire. Alors comment on démontre un truc comme ça? En sachant, alors soit on construit plus ou moins un exemple, mais au bout de 10 pages de calcul semi-explicite avec des temps d'arrêt successifs, personne n'est tout à fait sûr du calcul qui est fait, ni l'auteur, à savoir Étienne, ni nous qui essayons de le lire. Donc on va faire un argument plus simple. Pour simplifier, je peux le faire de manière beaucoup plus générale. Je vais prendre h de u égale gradient u. Bon. Et je fais un petit rappel. Donc la solution correspondant à u, c'est l'inf de u0 de y sur x moins y plus petit que t. Je suis en périodique, donc dès que l'intervalle, dès que le temps est plus grand que le diamètre du cube périodique, je suis égal au minimum. Quand je prends le moins, c'est le sup, même raisonnement. Donc j'ai un temps t0 qui est grosso modo plus grand que le diamètre du cube de périodicité. Hein, ou 2 fois, si jamais on est d'un côté. Non, diamètre, ça suffira. T0 plus grand que le diamètre, ça assure que les solutions qui sont là, donc je vais faire disons avec plus, eh bien la solution, quel que soit U0, U de x et de grand T est égale à l'infimum. Bon, première information. Deuxième information, on sait que dans le cas d'un Hamiltonien convexe, ce qui est le cas pour gradient U, je le répète à nouveau, on peut faire un raisonnement pour un H convexe quelconque, et montrer que ce n'est jamais, pour un Hamiltonien convexe, une constante indépendante de oméga. Donc, deuxième information dont je vais me servir, c'est du fait que, bon, je vais normaliser mon U0 pour que le min, c'est-à-dire l'inf, soit égal à 0 et le max soit égal à 1. Le min 0, c'est juste rajouter une constante. Le max, c'est normaliser par multiplication U. Donc ça, c'est complètement accessoire. Juste pour fixer les idées. Donc la deuxième information dont je vais me servir, c'est de la dépendance continue. C'est-à-dire si je sais que zeta de t moins t en norme du sup t est petit, donc quel que soit epsilon, il existe delta, tel que si ceci est inférieur à delta, cela entraîne que U zeta de t, de grand T, moins la solution correspondant à T, mais on sait ce que c'est min de U0, c'est 0. Est inférieur à epsilon. Bon. Je vais prendre epsilon égale, on sait en plus que U de zeta est positif. Donc je vais prendre epsilon égale 1 quart, et je saurai ainsi que si zeta de t moins t en norme uniforme sur 0t est inférieur à un certain delta, il existe delta positif, alors le sup, le max de U de zeta de grand T, qui est bien sûr positif, est inférieur à 1 quart. Bien. OK.
chaque fois que j'ai ceci. J'appelle maintenant grand A l'ensemble des oméga, tel que justement zeta de t qui dépend de oméga, c'est une trajectoire brownienne, moins t, grand T est fixé sur C0t soit inférieur à ce delta-là. Donc c'est un voisinage tubulaire de t. Et le théorème des supports sur le mouvement brownien, dans ce cas Radan en fait, nous dit que la probabilité de A est strictement positive. Delta est fixé, grand T est fixé. Et donc, si oméga appartient à A, je sais que le maximum de U de zeta de grand T est inférieur à 1/4, et comme le maximum est décroissant, je sais que le maximum de U de zeta, si de zeta, pardon, oui. Oui, c'est ça. Si on met le maximum de U de zeta, le maximum de U de zeta, le maximum en x, pour tous les temps t supérieur à grand T est inférieur à 1/4, et donc cela me dit que ce C de oméga là est inférieur à 1/4. Donc là, je l'ai fait avec T et en travaillant sur le maximum. Maintenant, vous faites le même argument avec moins T. Vous obtenez de la même manière que la solution à l'instant grand T est égale maintenant au maximum. Donc vous renversez tous les signes, vous obtenez un B qui est l'ensemble des oméga tel que zeta de t plus t en norme du sup sur 0 grand T soit plus petit que delta, c'est essentiellement le même delta. Et ça, c'est une probabilité strictement positive. Eh bien, si oméga dans B, vous allez démontrer, maintenant je suis passé à 1 moins quelque chose, ben vous allez démontrer que C de oméga est supérieur à 3/4. Donc vous avez deux ensembles de probabilités positives où la constante est tantôt inférieure à 1/4 et tantôt supérieure à 3/4. Et ça exclut le fait que c'est une vraie variable aléatoire. Bon, alors ça, c'est ce genre d'argument qui consiste à se servir de voisinage tubulaire. C'est des arguments, je m'en suis servi assez souvent, notamment avec Marek Musiela, pour des bornes très fines sur certains modèles financiers. Ça a été repris par Philippe Protter et d'autres probabilistes. Donc là, c'est particulièrement simple. On n'a pas à faire des choses très sophistiquées. Simplement, des voisinages tubulaires de n'importe quelle fonction continue sont de probabilité positive. Bon, voilà. Ça, c'est grosso modo dire qu'à des bornes uniformes, c'est-à-dire qu'il y a plein de trajectoires browniennes dans n'importe quel voisinage de n'importe quelle fonction continue. Voilà. Il y en a plein au sens probabilité positive. Ça ressemble à n'importe quelle fonction continue. Alors, on peut même aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on aurait pu se dire, est-ce qu'on pourrait identifier ça? Donc, pendant quelque temps, je me souviens même de l'avoir écrit à Denis en disant, mais en fait, on peut identifier complètement la loi dans le cas de gradient U, par, en tout cas en dimension 1, par un petit argument que je vais maintenant expliquer, qui consiste à dire, en dimension 1, supposer que UT, je regarde UT égale H de UX fois W point, donc W est vraiment un mouvement brownien. Donc évidemment, ça n'a aucun sens tel quel, puisque c'est trop irrégulier. Et ce à quoi il faut penser, c'est une intégrale de, en fait, Stratanovich, pour des raisons que je ne vais pas rappeler ici. Donc c'est en fait une intégrale de Ito plus un demi de UXX, H' de UX carré, dt. Donc, en termes d'équation Ito, et ça, c'est le terme supplémentaire de Stratanovich
qui correspond au fait que on veut avoir la possibilité de faire des changements de variables. Et que si vous êtes en linéaire, donc pensez quand vous résolvez du égale ux ou du sur dt égale ux zeta point, eh bien, la solution, vous voulez que voilà la solution que vous voulez trouver. C'est une translation par zeta de t. Formellement, ça résout bien ceci. Et donc, vous voyez que ici, normalement, si vous mettez le mouvement brownien, vous aurez l'équation avec le mouvement brownien si vous pouvez différencier sans terme supplémentaire, sans terme de Ito supplémentaire, c'est Stratanovich. Ou alors, si vous avez une formulation de type Ito et que ici vous avez le mouvement brownien, vous récupérez un demi de uxx dt. Ben oui, le h' vaut 1. Donc voilà en deux mots pourquoi c'est naturel d'avoir ces intégrales-là. Bon, quoi qu'il en soit, le point en dimension 1, on est en périodique, c'est que si vous prenez l'intégrale de u en x, eh bien, ceci, ça fait l'intégrale de h de ux dw. Et ceci, c'est une dérivée parfaite, l'intégrale de uxx fonction de ux, ça vaut toujours 0, parce que ça, c'est un d sur dx de quelque chose. Et donc, cela vous dit que vous attendez à ce que l'intégrale de u dx, ce soit une martingale. Alors, si c'est une martingale, elle est bornée, une martingale bornée converge. Vous avez une variable aléatoire limite qui, évidemment, comme ux tend vers 0, dans le théorème, ça tend vers une constante, eh bien, c'est mon C. Donc, cela veut dire qu'on peut prolonger la martingale par une valeur limite qui est la variable aléatoire que je cherche, et qu'on a une martingale jusqu'en t égale plus infini. Alors, lorsqu'on a gradient u, ux, si vous vous servez du fait qu'en plus, si U0 si U est solution, n'importe quelle phi de U est solution, ça vous dit que la loi de C est invariante et équivariante avec composition de fonction par fonction croissante. Et vous comprenez que la loi de la variable aléatoire limite, c'est la loi correspondant à la distribution spatiale de la condition initiale. Superbe. Donc on pourrait totalement identifier la loi par cet argument. À part que ça, c'est faux. Alors, c'est faux, et c'est faux alors qu'en fait, si on régularise, si je mets ici n'importe quel epsilon et je mets n'importe quelle fonction de ux fois uxx, mettez. C'est-à-dire que je rajoute, parce qu'on pourrait se dire, OK, là j'ai déjà du uxx fois ux, mais il vient exactement compenser, c'est comme dans Ito. Si j'avais du linéaire, ça, c'est pas diffusif. Ux rond dwt, c'est pas diffusif, c'est la translation parfaite. Donc là, il n'y a pas de diffusion dans ces deux premiers termes. Je rajoute ce que je veux en termes de diffusion. L'argument que je viens de faire est toujours vrai. Et donc, si j'ai une solution régulière, il n'y a pas d'erreur. Si j'ai une solution régulière, que sur le problème avec epsilon égale 0, il n'y a pas de solution régulière, ça on le sait. Donc il y a un problème pour dire que cette intégrale en x, c'est une intégration par partie. Donc à des points où uxx et où il y a une discontinuité de ux, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. J'ai une masse de Dirac là, multipliée par un truc discontinu. Son bilan en termes d'intégrale, il n'est pas forcément 0. Sinon, n'importe quoi, on aurait n'importe quelle fonction pourrait être une entropie pour les lois de conservation. Donc il y a vraiment une obstruction majeure à cette intégrale. Mais je rajoute de la diffusion, donc je peux espérer de la régularité, auquel cas, s'il y a de la régularité, l'argument est justifié.
Donc il y a deux cas de figure. Ou bien on a régularité pour une équation parabolisée, ou auquel cas c'est une martingale, ou bien ce n'est pas une martingale. On va démontrer que ce n'est pas une martingale. Et donc si ce n'est pas une martingale, ça veut dire qu'il n'y a pas de régularité si je rajoute ceci. Donc en fait, vous vous donnez de la régularité, par exemple H2 en X, et vous avez un epsilon minimal pour avoir de la régularité H2. Vous voulez H3 en dimension 1, et il vous faut un epsilon minimal pour avoir cette régularité H3, et je pense que c'est 2 fois le epsilon précédent. Ainsi de suite. Donc c'est quantifier la régularité, et il faut de plus en plus de diffusion pour avoir de plus en plus de régularité. En tout état de cause, ce n'est pas une martingale. Et ce n'est pas régulier pour epsilon juste positif. Il faut epsilon suffisamment grand. Alors ça, c'est un peu choquant. Hein. On a tellement l'habitude de se dire, si je rajoute un epsilon UXX, tout devient régulier. Hein. Eh bien, ce n'est pas vrai. Cette évolution est tellement singulière que un petit peu de diffusion ne suffit pas à régulariser. Et là, je dois dire, on ne s'attendait pas à ça. Et c'est par cet argument d'absence de martingale qu'on s'en est convaincu. Cet argument, d'où il sort? Il sort du fait qu'on a des solutions explicites. Donc je ne vais pas les écrire en périodique, je vais les écrire dans R tout entier. Vous sentez bien que l'argument martingale, je peux le faire dans R tout entier, dans un domaine périodique. Dans R tout entier, il faut simplement avoir des choses qui décroissent suffisamment vite à l'infini. Et donc, je vais prendre, pour avoir des choses qui soient intégrables, je vais prendre comme condition initiale moins 1 sur 1 plus x2. Comme hamiltonien, je vais prendre valeur absolue de P. De sorte que c'est une situation où on connaît, c'est toujours notre seul exemple de solution explicite, c'est une solution où on connaît explicitement U de x et de t, qui, si je ne m'abuse, correspond à moins 1 sur 1 plus, donc c'est valeur absolue de x, plus le brownien, donc c'est x plus wt, réfléchi en 0, au carré. Donc ça veut dire réfléchi en 0, ce qui veut dire quelque chose comme x plus wt moins minimum de x plus ws pour s compris entre 0 et t à des cochonneries. Je ne me souviens plus très bien de cette formule, mais c'est quelque chose comme ça. Allez, on va dire ça. Bon, donc on a une solution explicite, on peut calculer son intégrale, on peut faire les calculs explicites et se convaincre que cela ne peut pas être une martingale. Donc au sens où l'espérance de l'intégrale de U n'est pas constante. Si c'est une martingale, en particulier, n'est pas indépendante du temps. En fait, ça tend vers 0 même. Parce en fait, les chocs vont diffuser un peu. Et c'est pour ça, chaque fois qu'il y a des chocs qui se produisent, on va perdre dans cette conservation de l'espérance, on va perdre un petit peu. On va perdre un peu de masse. Il y a un peu de masse qui va être perdue dans les chocs à chaque fois. Donc, j'arrête là sur les équations de Hamilton-Jacobi et tutti quanti, avec un bref aperçu à ces équations différentielles stochastiques, où en regardant peut-être plus finement que cela n'avait été fait, on a appris tout un tas de choses un peu paradoxales. On a appris quelles sont les bonnes quantités pour les effets régularisants avec un hamiltonien général. On a appris que cela engendrait des difficultés pour des préservations de bornes,
et que ces difficultés ne sont pas que techniques, elles sont liées à la nature même des équations. C'est-à-dire qu'il y a des choses très particulières pour les Hamiltoniens quadratiques, et notamment ce phénomène d'intermittence. Il n'en demeure pas moins que l'une des applications privilégiées de ce genre de borne, c'est le comportement en temps long, et que sur le comportement en temps long, on peut s'en tirer. On a les comportements auxquels on s'attend, à savoir stabilisation vers une constante qui dépend de la trajectoire, qui dépend fortement de la trajectoire, c'est ça que ça veut dire, et de manière complexe et de manière très non linéaire. C'est pour ça que ce n'est pas une martingale. Et au passage, on apprend aussi que si on prend nos équations de Hamilton-Jacobi, par exemple stochastiques, en mettant un peu de viscosité et un peu de diffusion, eh bien, il n'y a pas régularité. Et là, je dois dire, c'est aussi quelque chose qui nous a un peu surpris. A posteriori, une fois qu'on l'a fait, bon, je suis en retard, une fois qu'on l'a fait, ça paraît plus clair, mais ça ne l'était pas au préalable. Sur ce, donc, à partir de janvier de l'an prochain, j'attaquerai un sujet complètement différent, lié à Hamilton-Jacobi-Riemann. Je crois que j'avais mentionné 4 ou 5 sujets. J'en ai traité, on va dire, 2. J'en traiterai un 3e, mais il y en a que évidemment je n'aurai pas le temps d'aborder, comme chaque année. J'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Donc, ça sera, je pense que ce que je vais choisir, ce sera du contrôle stochastique singulier et puis des MFG avec du contrôle singulier. Donc, on verra des choses que je juge relativement amusantes. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de séminaire, donc bonne fête, ne mangez pas trop, etc., etc. Allez, bonne fête.